Salut à tous, ici Ophélie. Vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. 1500 mètres en 3 minutes, 34 secondes et 23 centièmes. Challenge accepted pour Alexis Miellé, jeune athlète français, qu'on aura peut-être la chance de voir sur nos écrans en juillet à Tokyo 2021. Tout d'abord, remontons un peu le temps. Alexis prend sa première licence en club d'athlétisme en 2012 alors qu'il a 16 ans. Dès ses premières années, il performe dans plusieurs épreuves d'endurance et participe même à des championnats d'Europe et du monde junior. C'est en 2018 qu'il franchit un cap en obtenant son premier titre de champion de France du 1500 mètres, catégorie élite, et conserve ce titre 3 années de suite. En 2019, il établit son record personnel de 3 minutes, 34 secondes et 23 centièmes. Ces performances font de lui le meilleur Français de sa discipline. Alexis est en très bonne posture pour participer au JO de Tokyo 2021. Il attend désormais la validation de sa participation par sa fédération. Pour rappel, le 1500 mètres est une épreuve d'athlétisme de demi-fond correspondant à 3 tours 3 quarts sur une piste en plein air de 400 mètres. L'objectif est de finir premier de la course. Le 1500 mètres fait partie des épreuves phares des Jeux Olympiques en athlétisme. Alexis revient avec nous sur une gagne qui l'a particulièrement marqué, les Universiades en 2017 à Taipei, capitale de Taïwan. Cette compétition est très importante aujourd'hui pour lui, puisqu'elle se déroule dans un contexte très semblable à celui des JO qu'il espère vivre un jour. Vous l'aurez compris, Alexis se dessine un avenir vraiment très prometteur. Merci pour ce très bon moment partagé, Alexis. Très bonne écoute, les winners. Salut Alexis. Bonjour. Merci beaucoup de nous donner cette interview. On est vraiment honorés d'être avec toi. C'est moi qui suis honoré. Bon, tu viens de nous mettre la pâtée au défi gagne. Oui, j'ai tout donné. Je me suis échauffé depuis 9h ce matin. Nous aussi pourtant, mais bon. Donc nous avons fait un 1500 un pied. Et nous vous invitons à venir sur Instagram mercredi soir et sur Facebook pour le visionner. Et donc, vous verrez les perfs d'Alexis. Alexis, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Bon, je pense que beaucoup te connaîtront déjà, mais voilà. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je te laisse la parole. Je m'appelle Alexis Miellé, j'ai 25 ans et donc je suis athlète au Dijon Université Club sur Dijon, le Ducathlé. Donc je suis spécialiste de demi-fond, mais plus particulièrement de 1500 mètres. Mais je fais aussi du 800 jusqu'au cross-country 10 km l'hiver dans ma préparation. Et donc à côté de ça, j'ai une licence entraînement sportif que j'ai validée au STAPS à Dijon. Et donc voilà, dans le but peut-être plus tard d'être entraîneur. T'as validé ça en parallèle de ta carrière? C'est ça, ouais. Le double projet, je pense que c'est important dans un sport comme l'athlétisme. Et du coup, j'ai toujours voulu avoir un diplôme à côté pour, même si c'est pas quelque chose, ça m'embêtait un petit peu d'aller en cours, on va dire. Mais ça me prenait du temps, ça m'enlevait un petit peu de récupération. Mais ça me tenait à cœur quand même d'avoir quelque chose pour après, quoi. Est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, ton palmarès? Ouais, alors je suis triple champion de France élite du 1500 mètres, vice-champion du monde universitaire. J'ai été champion d'Europe de cross par équipe, en junior, en espoir, 2 fois médaillé en relais mixte et médaillé aux France de cross aussi, vice-champion de France de cross court. Et très prochainement sur une très grosse compétition internationale quand même. On espère qu'elle aura lieu. J'espère, les Jeux Olympiques, ça c'est vraiment le rêve de toute ma carrière. Mais même si c'est uniquement sur les championnats d'Europe, je prends. Hein. Et Alexis, t'es Dijonnais, tu as toujours pratiqué l'athlétisme? Alors non, j'ai commencé quand même le sport par l'athlétisme, dans le sens où ma première compétition ça a été du cross à l'âge de 3 ans. J'ai fait le cross d'Arnay-le-Duc. Voilà, en fait je suis issu d'une famille d'athlètes, mon père était athlète, il faisait du 1500 mètres aussi, il a été international. Ma mère faisait du 400 mètres, donc voilà, je suis issu d'une famille d'athlètes et j'ai toujours été baigné dans ce milieu-là, on va dire. Et donc j'ai fait le cross d'Arnay-le-Duc à l'âge de 3 ans. Alors le cross d'Arnay-le-Duc à 3 ans, mais c'est combien de kilomètres? Parce que une petite quinzaine. Ouais. Non. Il me semble que c'est 800 mètres. Voilà, c'est 2 tours de terrain de foot à Arnay-le-Duc. Ceux qui connaissent là-bas, ils connaissent bien, mais c'est un cross qui est assez réputé. C'est un cross de niveau national en fait chez les élites. Et dans le département et la région, il est assez connu.
Donc c'est là-bas que j'ai fait mes débuts, mais ma première licence sportive, ça a été dans le foot, au club de Chevigny-Saint-Sauveur. Et j'ai fait 11 ans de foot, du coup, en passant ensuite au DFCO, et j'ai été en parallèle au Pôle Espoir de Dijon. Ah oui, donc tu as quand même entamé une petite carrière de footballeur, parce que quand on est au Pôle Espoir de Dijon, c'est quand même, on est parmi les meilleurs joueurs de sa catégorie du département, donc c'est quand même quelque chose. C'est ça. Ouais, j'ai touché, on va dire, un petit peu au niveau jeune au foot, mais voilà, ça a pas été plus loin, et moi j'ai décidé de prendre une autre voie, donc que maintenant je regrette pas du tout d'ailleurs, mais c'est quand même des moments qui resteront marqués, hein. Le foot, ça a été des belles années, notamment au Pôle Espoir, donc c'était important pour moi même de faire ce sport-là. Pour après faire de l'athlé, je pense que ça m'a apporté pas mal de choses. Ou d'ailleurs là-bas au Pôle Espoir, on peut le rappeler quand même que tu as côtoyé et que tu as joué pendant 2 ans avec Kurt Zouma. Ouais, c'est ça. On s'est croisés pendant 1 an parce qu'il est plus vieux que moi, mais on s'est croisés. Donc je me suis entraîné 1 an avec Kurt Zouma, qui est maintenant en équipe de France, qui est sélectionné là pour le prochain match en équipe de France senior. Salut Alexis, merci de nous accueillir chez toi, sur ta piste. Donc, bon, je dors pas ici quand même. Presque. Pas loin, pas loin. Je voulais savoir à quel moment en fait tu as choisi de laisser un peu le foot de côté et passer vraiment à ce sport qui est l'athlétisme et le 1500 mètres. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu trotté parce que à 7-8 ans, quand je gagnais pas mal le cross d'Arnais justement dans les catégories jeunes et les cross UNSS, j'ai eu envie de commencer l'athlé, et c'est mon père en fait qui m'a un peu freiné. Parce qu'il s'est pas mal blessé dans sa carrière, et il voulait pas que je me blesse trop tôt et qu'il y ait une lassitude pour moi. Du coup, il m'a dit de rester au foot. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis rentré au Pôle Espoir. Donc là, ça veut dire que je m'engageais pendant 2 ans minimum. Donc voilà, ça a retardé un petit peu l'échéance, on va dire. Et en 2011, j'ai fait Chemin de France UNSS de cross. C'était à Choisy-le-Roi, il me semble. Et j'ai terminé 7e sans m'entraîner. Et dans ce top 10, il y a 7 mecs qui ont fini ensuite dans le top 10 des chemins de France de cross cadet. Donc ça a été un petit peu le déclic pour moi, qui m'a donné envie de me lancer à 100% dans l'athlé. D'accord, donc je comprends bien, quand tu étais au Pôle Espoir à Dijon, tu ne pratiquais pas l'athlétisme, tu étais pas que du tout. Foot. J'étais que footballeur, et de toute façon, on me laissait pas l'opportunité de faire les cross UNSS, donc je faisais vraiment que du foot. D'accord, donc j'imagine qu'au foot, le test VMA, tu devais tous les éclater, les Kurt Zouma, les autres. Ouais, ils m'éclataient dans le sprint, parce que moi, j'avais pas commencé ma croissance, j'étais vraiment tout petit, et du coup, ils m'éclataient dans les épreuves de foot. Mais après, dans tout ce qui était VMA, du aérobie et tout, là, ça se passait bien pour moi, ouais. Et à l'époque, justement, Gilles Salou, qu'on fait un petit coucou, il voulait pas un peu te diriger sur la piste d'athlé? Non, aussi des qualités de footballeur qui faisaient que... Ouais, après, lui, son rôle, c'était quand même de me garder au foot et d'essayer de me faire progresser au maximum. Mais non, c'est vrai que à cette période-là, en plus, c'est vraiment je crois que c'est les seules années où j'ai pas pu faire de cross, et on m'en a plutôt empêché on m'a plutôt empêché qu'autre chose, quoi. 2 ans de Pôle Espoir foot, et donc après, ça y est, t'as eu le déclic du cross universitaire, tu te lances donc dans une carrière d'athlète. C'est ça. Il y a eu 1 an de transition parce que j'ai quand même continué 1 an après avec le DFCO, et après cette année-là, j'ai totalement arrêté et je me suis mis tout de suite à l'athlé à 100%. Tu as intégré tout de suite le club de Dijon ? Ouais, j'ai été tout de suite au Duc. Ouais. De toute façon, mes parents étaient au Duc, donc voilà, j'habite vraiment pas loin, donc c'était normal pour moi de venir ici, quoi. Ton coach, c'était ton papa ou ta maman ? Non, mais c'est un ami d'enfance de mon père, donc qui a fait parce que mon coach est un ancien athlète aussi, il a fait 3,35 au 15, il a fait les Jeux de Séoul en 88, et en fait il s'entraînait avec mon père, et donc voilà, ils sont amis d'enfance, et je passe toutes mes vacances d'été avec lui à Belle-Île depuis tout petit, donc je le connais super bien aussi. Justement, on parle d'entraînement. Alors aujourd'hui, à quelle fréquence tu t'entraînes et comment tu prépares du coup les Jeux de Tokyo ? Ouais, c'est un entraînement quotidien, hein. Tous les jours, je vais à l'entraînement. Des fois, c'est 2 fois par jour. Je m'accorde de temps en temps une petite journée de repos quand même, mais voilà, globalement, en moyenne, je m'entraîne 9 fois par semaine, 9-10 fois par semaine. Après, il y a des périodes où ça va descendre à 7. Il y a des périodes où je suis allé jusqu'à 13 entraînements sur une semaine en stage, quand je suis en stage de préparation. Mais voilà, en moyenne, c'est 9 entraînements, qu'on va dire. Est-ce que c'est que des entraînements pistes ou tu as aussi une partie musculation ? Alors c'est même essentiellement, c'est pas des entraînements pistes. Je fais plus de footing en nature que d'entraînement sur la piste. Donc en fait, ma semaine c'est 3 séances de qualité, on va dire, où je suis souvent sur la piste, ou alors sur des séances en nature mais spécifiques 10 km ou cross, où là voilà, l'intensité elle est vraiment maximale.
Et après, tout ce qui tourne autour, j'ai deux séances de renforcement, musculation, PPG dans la semaine. Et tout ce qui tourne autour, après, c'est des footings. Donc, plus ou moins vite, s'il faut récupérer ou pas. Mais je suis plus souvent en train de faire des footings que sur la piste. Ouais. Tu travailles en intensité pas faible, mais c'est des longues... C'est ça. Les footings, ouais, c'est ça. C'est des intensités. Allez, je suis à 60% de ma VMA, quoi, on va dire. Et voilà, c'est de l'endurance fondamentale qu'on appelle ça. Après, de temps en temps, c'est des footings un peu plus actifs. Le dimanche, je sais que je fais un footing qui fait 1 heure et quart, où j'essaie de faire entre 16 et 25 km. Mais sinon, le reste, c'est des footings plus cool. Ouais. Tu parles de 60% de VMA. Sur 1500 mètres, tu as combien de VMA ? À 120, 130 ? Alors, si on prend la VMA continue, je suis au-dessus de ma VMA. Donc, ouais, je suis à plutôt 115%, je crois 120% de la VMA. On fonctionne pas beaucoup à la VMA, nous, sur Dijon. Mais voilà, quand je fais un 1500 mètres, je suis au-dessus de ma VMA. On parlait de l'entraînement. Donc, tout cet entraînement pour faire ta discipline, donc qui est phare, qui est le 1500 mètres. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un 1500 mètres ? Ouais, c'est pas compliqué, hein. C'est donc une épreuve qui se court sur la piste. Donc en extérieur, c'est 3 tours 3 quarts. À courir au premier couloir, hein, les 3 tours 3 quarts, parce qu'au 8e, ça fait un peu plus long. Et donc voilà, faut courir le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Au niveau du start, du départ, est-ce que vous êtes dans des... Au départ, on part sur la ligne, tous côte à côte. On est en championnat 12 au départ. Après, sur les meetings, ça arrive qu'on soit 18, 19. Voilà, en général, en championnat, c'est 12 sur le départ. Sur la ligne de départ, il y a quand même une partie stratégie sur 1500 mètres où c'est vraiment courir à fond. Alors, il y a 2 types de courses, je dirais. Il y a les meetings, où là, l'objectif, c'est de faire un chrono. Donc, souvent, les meetings payent des lièvres pour pouvoir aller le plus vite possible. Et en fait, ces coureurs-là sont payés pour être devant, emmener la course. Par exemple, sur 1500 mètres, souvent, les lièvres vont jusqu'aux 1000 mètres. Et une fois qu'ils ont franchi le 1000 mètres, ils peuvent s'arrêter. Donc là, ils auront leur paye. Et s'ils ont bien fait leur boulot. Et voilà, leur but, c'est que l'organisateur leur donne un chrono à faire pour que la course soit rapide. Et donc là, le but, c'est, il n'y a pas de tactique, c'est pleine balle, il faut courir le plus vite possible. Par contre, en championnat, là, l'objectif, c'est de gagner. Et le chrono, il compte pas du tout. Et là, il n'y a pas de lièvre non plus, parce que il y a personne qui en paye. Là, c'est des courses beaucoup plus tactiques où des fois ça va vite, mais des fois ça va pas vite. Et l'objectif, c'est de gagner. Donc juste une petite aparté, les lièvres, moi, parce que je le savais pas et c'est Martin qui m'a expliqué, c'est des coureurs qui sont payés donc par les organisations pour vous cacher du vent. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors des fois il y a pas de vent, donc ils cachent pas du vent, mais des fois c'est juste ça donne un repère en fait, et on n'a pas besoin de se concentrer sur notre allure. On a juste à suivre. Si l'organisateur nous dit le lièvre va passer de 25 au 1000 par exemple, et on sait qu'on a juste à suivre le lièvre et on passera de 25 au 1000. Et comme ça on n'a pas besoin de nous concentrer nous sur nos allures et de faire le pace quoi. C'est un peu un genre de guide. C'est ça, c'est un guide. Ouais, c'est comme si on avait un vélo devant nous, une voiture, et qu'on avait juste à se concentrer là-dessus. Eux ils mènent la course, ils sont devant, et une fois qu'ils sont arrivés à leur distance, hop, ils s'enlèvent, et après c'est derrière de prendre le relais. Super intéressant. Franchement, je connaissais pas du tout, mais il y a pas ça dans les JO. Enfin voilà. Sur non, des on voit courses, pas ça au JO, ouais. Le but est de gagner. C'est ça, parce que c'est une course de championnat, et du coup là l'objectif c'est de gagner. Du coup, Alexis, si tu veux bien, on va passer donc à ta journée un peu de gagne, la journée un peu qui t'a marqué durant ta toute jeune carrière. Je sais pas, une carrière d'athlète, c'est combien de temps ? T'as 25 ans, tu nous as parlé un peu de tes objectifs, t'as encore de belles années devant toi. Maintenant, on va parler donc de ta gagne. Si tu veux nous la dire au micro, laquelle tu veux parler ? Ouais, alors j'ai choisi les championnats du monde universitaire parce que déjà j'ai terminé 2e, donc ça, c'est plutôt un bon souvenir. Et c'est la course qui m'a permis de passer un petit peu dans le grand bain et de passer dans le niveau élite entre guillemets, parce que j'étais encore espoir cette année-là. J'avais fait les championnats d'Europe espoir qui s'étaient pas très bien passés parce que j'étais un peu cramé, et cette course-là m'a fait un peu rebondir et m'a donné beaucoup d'espérance, on va dire, pour les années d'après, et pour être performant en senior quoi. Tu parles de championnat universitaire, donc tu es obligé d'être à l'université pour participer à ces jeux. C'est ça, tous les étudiants du monde peuvent y participer. Bon, faut être un minimum performant parce qu'il y a quand même des minima. Et le niveau est quand même relativement élevé. C'est une compétition multisport.
un peu comme les Jeux Olympiques, avec un village olympique pour les athlètes. Donc tous les sports ils sont représentés et le niveau est quand même assez relevé. Je sais qu'en natation c'est vraiment pas loin du niveau olympique. Nous en athlée ça se rapproche pas mal des championnats d'Europe espoir. Donc c'est vraiment très gros niveau. Tu parles de minima, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ouais, alors les minima, c'est bon. Maintenant, on devrait plus dire minima, on dit niveau de performance requis. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par la Fédé. Mais bon, en gros, c'est le temps qu'on doit faire pour pouvoir être sélectionnable pour un championnat. Donc, tu as été sélectionné pour jouer les championnats universitaires. C'est ça, c'est ça. Ouais, il y avait des minima qui étaient de 3 minutes 40, il me semble. Et cette année-là, j'avais fait 3 minutes 39, 55. Et donc, du coup, j'avais réalisé ce niveau de performance requis. Et donc, j'avais été sélectionné pour les championnats du monde universitaire. Les universiades. Et donc là, tu représentes l'équipe de France ou tu représentes l'UFR Staps de Dijon ? Alors, sur ces championnats-là, on représente les deux. On représente l'équipe de France universitaire. On représente l'Université de Bourgogne, l'UFR Staps. Et du coup aussi mon club parce que c'est un club universitaire, c'est comme c'est le Dijon Université Club. Donc voilà, puis après j'en profite pour représenter la ville de Dijon et tout ça, quoi, tous ceux qui me suivent. Mais donc ça veut dire que tu faisais déjà partie de l'équipe de France, mais entre guillemets en catégorie jeune. C'est ça, moi ma première sélection ça a été en 2013, donc en junior 1. Et c'était les championnats d'Europe de cross. Donc j'étais déjà en équipe de France jeune. Et donc là, c'était ma première sélection en équipe de France universitaire d'ailleurs. Et ma seule. Et c'est plutôt des STAPS qui pas forcément. Okay. Parce que déjà en STAPS, il n'y a pas forcément que des sportifs de haut niveau. Et il y a des sportifs de haut niveau qui font d'autres études aussi. Et c'est vraiment... on n'est pas obligé de faire STAPS, on peut venir de n'importe quelle filière. On va se replonger donc dans ces Olympiades universitaires. Tu te souviens un petit peu de l'année ? Alors c'était 2017, oui. En août 2017. En août 2017. Et donc ça se déroule sur combien de jours ça ? Alors ça se déroule sur une semaine ou 10 jours, il me semble, sur tous les sports. Je parle, l'athlé, ça doit durer 5 ou 6 jours. Nous, on est arrivé 6 jours avant le début de ma compétition. Donc parce qu'en fait, c'était à Taipei, donc sur l'île de Taïwan. Donc c'était assez loin et le climat est assez particulier là-bas parce que c'est chaud, très chaud et très humide. Du coup, il faut quand même une petite période d'acclimatation pour pouvoir être performant pour la course, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler comment se déroule une compétition de 1500 mètres ? Est-ce que tu es tout de suite en finale ou est-ce qu'il y a des qualifications ? J'imagine qu'il y a des qualifications. Ouais, il y a des qualifications. Alors après, ça va dépendre des championnats. Des fois, c'est juste série finale. Au championnat de France, par exemple, c'est série finale. Et aux universiades, c'est des séries finales aussi. Et il y a des championnats où c'est série, demi et finale, comme au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. D'accord. Donc du coup, là, tu avais 2 courses à concourir à Taipei. C'est ça, j'avais la série que j'ai gagnée et ensuite il y avait la finale, 2 jours après. Tu te rappelles, vous étiez combien sur la ligne de départ ? Eh bien en série, il me semble qu'on était 12 ou 15, je sais plus, mais en finale c'est 12, quoi qu'il arrive c'est 12. Et il y avait combien de séries ? Il y avait 2 séries. Ouais. Donc il fallait être dans la première moitié sur ta première course pour accéder à la finale. C'est ça, et on devait être 30 au total, donc à mon avis c'était 2 séries de 15. Et en fait, je dis une bêtise, il y avait 3 séries. Il y avait 3 séries parce qu'il y avait 45 participants. Et du coup, voilà, c'est les 12 meilleurs qui sont passés en finale. Donc, je me souviens plus les modes de qualif, ce que c'était, mais je crois qu'il fallait finir dans les 2 ou 3 premiers pour être sûr d'être qualifié. Et ensuite, il y a des qualifications au temps. C'est intéressant ce que tu dis. Comment tu gères cette première course ? Tu te souviens un petit peu est-ce que c'était déjà ton objectif ? Alors, l'objectif pour moi, c'était de passer en finale déjà. Alors, j'avais une préparation un peu chaotique parce que j'avais terminé les championnats d'Europe Espoir un peu cramé. J'étais ensuite parti en vacances avec mon entraîneur du coup à Belle-Île et j'avais commencé ma préparation là-bas. Et quand j'étais revenu à Dijon, c'était 2 semaines avant mon départ, donc 3 semaines avant les universiades, et j'étais cramé, mais vraiment j'avançais pas quoi. Donc j'étais un petit peu dans le doute, on va dire, en arrivant là-bas, et c'est qu'une fois que je suis arrivé sur place que je me suis senti mieux. Donc j'avais abordé la série, pas comme d'habitude, parce que d'habitude quand j'arrive sur un championnat, je suis assez serein. Enfin voilà, les séances se sont bien passées. Là, c'était pas trop le cas. Et du coup, j'avais tout mené ma série, et c'est quelque chose que je fais pas souvent. Et au final, ça s'est plutôt bien passé parce que j'arrive à la gagner quand même. Donc voilà. Quand tu dis tout mener ta série, c'est-à-dire que du début à la fin,
t'es en tête. Ouais, du début à la fin, j'ai été en tête. J'ai réussi à accélérer encore parce que je suis pas parti à fond pour faire un chrono, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je suis parti en gardant quand même un petit peu sous le pied, mais de façon à être un petit peu rapide quand même. Voilà, pour que ça fatigue un petit peu tout le monde. Et après, le dernier 500 mètres est toujours un petit peu rapide et j'avais réussi à trouver les ressources pour... T'avais un objectif, en fait, sur cette première course, pas forcément d'être premier, mais d'être dans les 2 premiers pour accéder à la finale. C'est ça. Je me souviens un peu du mode de qualif, mais voilà, l'objectif, c'était de passer en finale. Donc voilà, fallait être dans les 2-3 premiers et c'était vraiment ça, mon objectif. Donc, t'as quand même ce souci de se dire, il faut pas totalement que je me crame si je veux accéder à la fin. Il faut se cramer un petit peu pour accéder à la finale parce que sinon on n'est pas dans les dans les clous et on n'y arrive pas. Mais il faut quand même un peu se donner pour y arriver, quoi. Donc c'est un peu c'est ça. c'est un sacré dilemme quand même. Ouais, c'est ça, faut trouver le juste milieu parce qu'en plus une fois qu'on est qualifié en finale, c'est bien d'être en finale, mais si on est cramé, ça sert à rien. Donc bon, faut trouver le juste milieu. Après, quand on est en série, forcément on pense pas forcément tout de suite à la finale. L'objectif c'est de se qualifier, mais faut trouver le juste milieu, quoi. Il y avait 3 séries. Tu te souviens dans quelle série tu étais ? Et il me semble que j'étais dans la première, ouais. T'étais dans la première série. Donc j'avais pas le temps des autres séries, donc en gros on réfléchit pas trop quand c'est comme ça. Mais après, une fois que t'as le temps des 3 séries, tu connais ton temps personnel. Ouais. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est ça. Ceux qui sont en 3e série, ils ont le temps des deux premières. Donc s'il y avait 3 séries, c'est 12 en finale, donc ça devait être les 3 premiers être sûrs de qualifier et après il devait y avoir 3 au temps. Donc en gros, ceux qui sont en 3e série, ils ont juste à calculer le temps des 2 premières séries et si ça court plus vite, ils sont sûrs d'être qualifiés, quoi. Donc c'est un peu un avantage d'être en 3e série du coup. Ouais, c'est un réel avantage même. Après c'est un avantage. Des fois on se pose trop de questions, donc oui et non. Au moins en première série on se pose pas de questions. Si t'es dans les 3, t'es sûr d'être pris. Après, sinon faut croiser les doigts, quoi. Et c'est un tirage au sort, savoir si t'es dans la première, 2e ou 3e série. Ouais, c'est ça, c'est tirage au sort. Et je crois que c'est en fonction des bilans même. Donc le premier au bilan, il est en 3e série, le 2e il est en 2e série. C'est ça. Mais ça se trouve que des fois il doit y avoir des tirages au sort aussi. Toi, tu réalises ton meilleur temps en 2019. Donc au 1500, tu fais 3,34. Et à ce moment-là, tu es loin de ce record-là ou pas en 2017 ? Est-ce que tu sens que tu as beaucoup progressé du coup en l'espace de 2 ans ? Alors à ce moment-là, je suis à 3,39,55 et donc 2 ans après, je fais 3,34,23, je crois. En termes de secondes, on a l'impression que c'est proche. Enfin, il y a 5 secondes, donc c'est proche. Mais en termes de niveau, il y a quand même un grand écart. Enfin, un grand écart. Pour moi, il y a un grand écart. Si moi en 2017, je m'affronte moi en 2019, il y aurait pas photo, on va dire. Mais après à l'échelle, c'est pas grand chose non plus, quoi. Mais à haut niveau, il y a quand même un gros écart sur 5 secondes. Ça représente quand même pas mal de choses, ouais. Et justement, c'est la différence entre quelqu'un qui a un bon niveau européen dans les catégories jeunes et quelqu'un qui a un très bon niveau mondial en élite, quoi. Donc quand tu abordes ta série, est-ce que tu te dis faut que j'aille faire la même chose que je fais d'habitude, donc mon record, ou est-ce que tu te dis plutôt je vais y aller tranquille, je vais jauger ce que font les autres et stratégiquement un peu comme Alors ça. Là aux Universiades, aux Universiades comme j'étais pas très bien sur les séances d'avant, je me suis dit cours devant, comme ça au moins on t'aura vu. Tu seras pas dans le paquet, on saura que t'es là. Au moins si je saute, il y aura des vidéos de moi. Et en fait, au fur et à mesure que la course avançait, je me sentais vraiment bien. Donc après, petit à petit, je pensais à faire dans les 3 premiers, mais après je savais qu'on n'était pas sur les bases pour battre mon record quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, tu parlais donc de Taipei et comment c'était au niveau de l'adaptation aux conditions climatiques. Est-ce que tu as réussi à bien t'adapter ? Ouais, ça s'est bien passé parce que dès le 3e jour, je commençais à bien me sentir en courant. Donc ça s'est plutôt bien passé et c'est là que c'est bon signe pour les Jeux Olympiques de Tokyo parce que c'est un peu les mêmes conditions qu'on aura au niveau climatique, quoi. Donc c'est pour ça que c'était aussi intéressant d'aller faire cette compétition là. Et c'est pour ça que tu nous parles de ça aujourd'hui. On a compris. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Bon donc du coup tu finis ta série, donc tu vois passer les 2 suivantes. Ouais. Tu sais que tu es qualifié. Ouais. Là c'est un soulagement.
Ouais, bah de toute façon, j'ai su que j'étais qualifié directement après ma série parce que je l'avais gagné. Mais ouais, c'était quand même un soulagement parce que bon, faire autant de kilomètres de déplacement pour se faire éliminer en série, c'est jamais drôle. Et voilà, mon ambition, c'était vraiment de passer au moins en finale. Et bah après, une fois qu'on est en finale, c'est déjà ça de fait. Et bah après, faut récupérer et se reconcentrer sur la suite. La finale, elle est le même jour ou elle est le lendemain ? Alors non, c'était 2 jours après parce que nous en athlée, en demi-fond en tout cas, on fait jamais 2 courses dans la même journée. Enfin ça serait vraiment trop traumatisant. Déjà enchaîner une course un jour et le lendemain faire la demi-finale, ça serait vraiment très dur. Donc souvent il y a un jour de récupération quand même et sur certains championnats on enchaîne dans les jours, mais jamais le même jour. Donc là tu as le temps de cogiter un petit peu et de se dire bah lui c'est mon adversaire parce qu'il a à peu près le même temps que moi et de se jauger un petit peu. Ouais, on regarde les autres courses de toute façon, hein, on analyse un petit peu ce que les autres font, voir qui est en forme parce que c'était une course de toute fin de saison donc des fois entre le chrono et la forme des mecs c'est pas forcément la même chose. Là il se trouvait que cette année-là il y avait un Allemand qui avait fait demi-finaliste au championnat du monde senior 2 semaines avant. Donc voilà, on savait que lui il était particulièrement en forme. Et après on était 5 ou 6 à avoir à peu près le même record. Donc moi au début du championnat, je crois que j'avais le 15e ou le 16e record de tous les engagés. Donc déjà une fois qu'on était passé en finale, ça s'était un petit peu réduit et j'étais repassé, il me semble que j'avais le 8e temps de la finale ou 8e ou 9e temps de la finale. Donc sur 12, ça fait quand même assez loin. Mais voilà, il y en a un qui dominait et après derrière c'était assez sérieux. Donc sur cette finale, t'es un peu outsider. Ouais, bah carrément, ouais, j'étais outsider. J'étais pas encore très connu sur la scène mondiale. J'étais même pas du tout connu. J'avais fait 8e au championnat du monde junior avant, mais et c'était ma seule perf, donc ouais, j'étais vraiment outsider. Et du coup, ta stratégie de course, elle change parce qu'aux séries, tu nous as dit que tu voulais absolument gagner et t'as voulu partir devant et voilà, pas laisser de chance à personne. Là, du coup, ta stratégie de course en finale, elle change un peu. Ouais, bah déjà, j'avais repris confiance parce que j'avais retrouvé des bonnes sensations comparé aux entraînements d'avant. Et du coup, bah là, j'ai refait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire attendre, me positionner 3-4e en 3-4e position et vraiment attendre l'emballage final pour accélérer. Ton état d'esprit au début de la finale, on va dire que t'es plus ou moins serein, t'as pas le rôle, on va dire, de leader, on appelle ça, ou de favori. De favori. Donc du coup, tu as peut-être ce point en moins et tu peux te dire bah tu vas tenter ta chance. Ouais, bah moi je suis jamais très stressé, je suis pas quelqu'un de très stressé avant les courses donc ça se passe plutôt bien. Mais ouais, ce jour-là, bon, j'étais pas stressé non plus. donc ça va et en plus bah, comme je l'ai dit, j'avais des bonnes sensations donc il y avait pas de raison que ça se passe mal. Si je faisais un podium, c'était vraiment du bonus. Et voilà, après, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire la meilleure course et le meilleur placement, quoi. Est-ce que tu as un petit rituel un peu pour justement te mettre en confiance et de pas trop stresser ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, non. Pas du tout de superstition ? Non, je fais comme les autres jours. Alors, souvent, je joue à la console, donc... Voilà. Et je me demandais juste une chose, est-ce que tu les connais tous, tes adversaires ? Alors au niveau mondial maintenant quand je fais les championnats d'Europe ou les championnats du monde, oui je les connais. Après à ce moment-là non, je les connaissais pas parce que enfin pas tous en tout cas. Voilà, 3,39 on n'est pas connu quand on fait 3,39 au niveau mondial. Du coup bah il y en a qui avaient ce niveau de performance là et que je connaissais pas dans les autres pays, surtout hors Europe. Des Brésiliens qui arrivent en 3,39 ça me disait rien quoi. Bon, donc t'es sur la ligne de départ. Ouais. Coup de feu ? C'est un coup de feu ? Ouais, c'est un coup de feu. Ouais, c'est un coup de feu. Tu l'as pris où la balle ? Pas dans la jambe, ça va. Ouf. Et ben après, ouais, bah c'est parti. La course, c'est parti très lentement le premier 300 mètres. Enfin, très lentement, plutôt lentement le premier 300 mètres. Et après, il y a un concurrent, je me souviens plus lequel, qui a mené un rythme assez régulier, un peu plus rapide et assez régulier. Pas hyper rapide, on n'avait pas battu notre record. Mais un peu l'entre-deux, quoi. On va dire ni lent, ni rapide et régulier. Et du coup, bah, nous, on avait juste à suivre derrière. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. C'était le lièvre. Ouais, c'était le lièvre, c'est ça. Mais il a liévré tout le monde pour le coup et moi j'ai accéléré qu'à 300 mètres de l'arrivée, c'est là où j'ai fourni mon effort, donc je suis passé en tête et dans le dernier sens je me fais reprendre par l'Allemand du coup qui avait un record à 3,34 et mon record actuel et qui avait fait demi-finaliste au monde avant, donc lui c'était le grand favori et franchement ça aurait été très très difficile de pouvoir le battre quoi. Donc, on peut dire que la course est un peu découpée en plusieurs morceaux. Il y a eu un premier tour 300 mètres, où il y avait beaucoup d'observations, du coup. Ça s'est observé. Ouais. Et ensuite, ça a accéléré progressivement.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on a couru au train pendant, du coup, il y a eu 300 mètres très lents. Après, on a couru au train jusqu'au 1000 mètres. Et après, au 1000 mètres, souvent, c'est là où les gens veulent se replacer. Et du coup, ça accélère sans le vouloir, en fait. Les gens se replacent. Du coup, bah, ceux qui sont devant veulent pas se faire prendre la place. Du coup, ils accélèrent. Et c'est là où ça accélère progressivement. Et en fait, ça s'arrête jamais de s'accélérer jusqu'au bout. On le voit un petit peu. Est-ce que ça joue un peu des coudes, là, à la corde? Ouais, ça peut, surtout sur les courses très lentes, où là, ça devient un peu nerveux. Souvent, les gens veulent garder leur place, tout ça. Donc ouais, ça peut jouer des coudes. Tu dis qu'il y en a un parmi vous tous qui a livré la course. C'est jamais bon de se positionner comme ça stratégiquement. Alors ça dépend le profil de coureur qu'on est. Ceux qui ont pas un très bon finish, ils ont tout intérêt à aller vite et du coup à liévrer pour les autres. Bon, c'est pas des lièvres, mais voilà, on appelle ça comme ça. Et ils ont intérêt à ce que la course soit rapide en fait, parce que c'est des coureurs qui ont pas un bon finish. Moi, je suis un coureur qui a plutôt un très bon finish. Oui, toi, donc, à chaque fois, c'est sur la fin que t'exploses, quoi. C'est ça. Donc moi, j'ai tout intérêt à rester derrière et attendre qu'on accélère sur le dernier 300 mètres, quoi. Les autres fournissent leur effort au départ et toi, tu attends les derniers mètres, non, 100 mètres, 200, 300 mètres, je sais pas. C'est ça, ouais. Tu fournis ton effort à partir. On va peut-être donner une astuce à tous les autres, mais c'est dommage. ouais. Non, mais après, ça, maintenant les gens ils le savent. Hein. Oui. J'ai gagné 7 fois les championnats de France, oui. Donc je pense que maintenant ils le savent. Mais de toute façon, moi j'attends souvent le dernier 300 mètres. Après, des fois, attaquer au 300, suivant la course que c'est encore long. Donc, des fois, j'attends juste le dernier 200 ou le dernier 100. Oui, ça dépend, en fait, sur le rythme de la course. Ça va dépendre du rythme de la course et de qui est là. Parce que si je suis avec quelqu'un qui est du niveau mondial, niveau finaliste mondial, si j'attaque à 500 mètres de l'arrivée, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour moi. Il va falloir que j'attende encore un peu. Oui, en fait, il n'y a pas forcément une seule stratégie, c'est par rapport à la course. En fait, tu es toujours en train de te poser 1000 questions sur ce... C'est ça. En fait, le 1500 mètres, c'est de l'adaptation tout le temps. À tout moment, il peut y avoir 300 mètres lents et d'un coup, la course qui s'accélère. Et des fois, c'est le premier 1000 mètres qui est très lent et après, ça s'accélère sur le dernier 500. Des fois, ça part tout de suite. Donc, en fait, avant le départ, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que j'évite de prévoir un schéma de course avant et je préfère m'adapter pendant la course. Ouais, il faut avoir aussi les capacités de répondre en fait aux efforts des adversaires, c'est ça, ou qui fait aussi ta force. Ouais, c'est ça. Bah, faut pouvoir s'adapter aux tactiques des autres. Hein. Alors, soit on veut mettre une tactique en place qui va influer sur la course, donc partir vite ou attaquer au bout de 400 mètres, ou soit on veut attendre et là, va falloir s'adapter aux autres et on n'est pas dépendant de la course, quoi. Donc du coup, cette course, tu l'as finie en deuxième position. Il y a l'Allemand qui te grille là. Ah, il m'a grillé, ouais, Mais ouais, du coup, je finis deuxième devant un Britannique. Devant un Britannique. Ouais. Donc deuxième position. Donc là, ton sentiment sur la ligne d'arrivée? Bon, j'étais super content. C'était ma première médaille internationale, déjà en individuel. Donc j'étais super content. En plus. Les championnats d'Europe Espoir juste avant, c'était pas hyper bien passé comme je le voulais, donc ça m'a permis de bien terminer la saison. En plus, c'était à Taipei, le stade était pas mal rempli quand même, donc c'était cool. Bon bah félicitations en tout cas pour Merci. cette super performance. On parle d'une compétition qui a eu lieu en 2017, donc c'était il y a 5 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais le recul nécessaire pour te rendre compte que tu étais quand même parmi les favoris de ton sport et que potentiellement tu pouvais te positionner dans la catégorie élite? Je pense que j'ai eu ce recul-là dès ma première année d'athlète, d'un côté. Ouais, j'ai pris ma licence en septembre 2011, donc voilà, c'était l'année 2012, ma première année. Et en fait, j'ai fait champion de France du 15 cadet directement. Ah ouais. Donc en fait, dès ma première année, je savais que j'avais un potentiel pour faire des performances. Après, entre avoir le potentiel et le développer, il y a quand même une grande différence. Il faut beaucoup de temps surtout. Donc voilà, j'ai toujours su que j'avais quand même du potentiel et je pense que c'est vraiment sur cette compétition-là où je me suis dit que voilà, là, je pouvais développer ce potentiel-là et que j'allais pouvoir y arriver, quoi. Tu savais que tu avais les qualités physiques et là, tu t'es un peu rendu compte, entre guillemets, que tu avais le mental qui suivait et que ça pourrait potentiellement... Ça pouvait potentiellement le faire pour les Jeux Olympiques et aux autres grands championnats, oui. Bon, bah bravo. Merci. C'est trop bien ce récit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Bah, on le sait, du coup, Tokyo qui arrive donc d'ici quelques mois. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas sûr à 200%, mais que c'était en bonne voie. C'est ça, j'ai fait les minima en 2019, donc je suis sélectionnable par la fédération et va falloir montrer un niveau de forme correct sur le début de saison qui va vite arriver au final.
En gros, j'aurai 4 week-ends pour faire des compétitions entre autour du 20 mai jusqu'au 25 juin, date des Championnats de France. Et donc après, la sélection sera donnée dans la semaine qui suit, je pense. Trop hâte de voir ça. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte. Ah bah ouais, j'imagine. Parce qu'en fait, toi, tu te prépares vraiment uniquement pour ça, là, quasiment. C'est ça, ouais. Moi, ça fait 2 ans que je suis 100% athlète, donc je fais que ça. Et je vis de mes partenaires. Donc, à un moment, il faut que cet investissement-là, il soit aussi récompensé. Et les récompenses, c'est faire des grands championnats et être performant en grands championnats. Donc, à commencer par les Jeux Olympiques, hein, mais donc ça a été décalé l'année dernière. Donc maintenant, on croise les doigts déjà pour que ça ait lieu, et après pour être sélectionné, et ensuite pour être performant. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, nous, Alexis, que tu sois performant. Donc, tu as un record personnel à 3 minutes 34 et 23 centièmes, si je me trompe pas. C'est ça. Si je te dis 3 minutes et 26 secondes, ça te fait penser à quelqu'un? Hicham El Guerrouj, 3 minutes 26 00 en plus, c'est le record du monde, tout simplement, ouais. Et donc, tu es à quelques secondes du record du monde. Ouais, je suis à quelques secondes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, déjà 5 secondes, c'était pas mal. Alors là, il y en a encore plus. Mais non, là, c'est des chronos... j'espère même pas les faire dans ma carrière. Franchement, c'est trop loin. Après, j'ai des objectifs dans ma carrière en termes de chrono, mais je sais que 3,26, ça sera un peu trop loin pour moi quand même. C'est incroyable comme temps. Ouais, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est surréaliste, j'ai envie de dire... ça représente 26 km/h pendant 3 minutes 26, quoi. Donc c'est vraiment très rapide, même pour quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Et mon objectif, ça sera d'essayer de m'en rapprocher. Hein. Si j'arrive à faire 3,31, 3,30, ça sera déjà très très bien. Déjà, il y a qu'un seul Français qui a réussi à courir sous les 3,30. Donc c'est juste pour montrer la performance de faire 3,26 00. Et il me semble même qu'au monde, il n'y a pas 20 coureurs qui ont réussi à faire moins de 3,30. Donc c'est vraiment réservé à très peu de monde, quoi. Ouais, non, mais ça me scotche de me dire 26 km/h pendant 3 minutes. Ouais, non, mais c'est clair. Mais déjà, en fait, souvent, on se rend pas trop compte. Alors, 26, ça paraît quand même rapide. Mais il faut juste essayer de faire un 100 mètres à l'allure de course d'Hicham El Guerrouj, par exemple. Et donc, faire un 100 mètres à son allure de course, ça représente faire 14 secondes au 100 mètres, par exemple. Et juste faire 14 secondes au 100 mètres, je peux vous dire qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. En tout cas, nous, on espère que tu te rapprocheras le plus possible. Oui, on s'entraîne pour, en tout cas. Ça fait partie un peu de tes modèles, on va dire. Alors, moi, j'ai pas trop de modèles, mais non, Hicham El Guerrouj, pas spécialement. Moi, un peu ma référence, on va dire, dans l'athlétisme, ça va être Florent Carvalho, qui est un peu moins connu qu'Hicham, mais qui a été le leader du 1500 mètres français pendant quelques années, qui a un record à 3,33. Et pour moi, c'est un modèle dans le sens où je lui ressemble un petit peu par ma polyvalence. C'est quelqu'un qui a fait du 800, du 1500, qui maintenant qui a fait 2h10 au marathon. Donc il a une sacrée polyvalence. Et du coup, je me reconnais pas mal en lui. Et voilà, c'est quelqu'un même humainement qui est très bien. Et surtout, je suis sûr à 100% que c'est un mec qui a pas été dopé. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc voilà. Et est-ce que le dopage, c'est un réel problème en athlétisme ? Ah bah oui, c'est même pas que dans l'athlétisme, je pense que c'est dans le sport en général, mais c'est vrai que l'athlétisme est gangréné quand même par le dopage. Hein. Il y a beaucoup d'affaires qui sortent et il y en a beaucoup qui sortent pas, même malheureusement. Mais c'est quelque chose sur lequel moi je peux pas influer et on peut rien y faire. Donc c'est pour ça, je suis pas naïf là-dessus. Je sais qu'il y a des performances qui sont pas vraies. Mais quand je fais le départ d'une course, je me concentre pas là-dessus. Moi je fais du sport pour moi, pour me dépasser, battre mes records. Après, si je gagne la course, c'est tant mieux. S'il y a des tricheurs devant moi, c'est tant pis pour eux, j'ai envie de dire. C'est sûr. En tout cas, Alexis, c'est top de t'avoir eu à ce micro. Moi, j'ai une chose à te souhaiter. Alors, j'espère que tu seras sélectionné à Tokyo 2021. Après, franchement, tu me ramènes l'or avec 4 minutes 20, je m'en fiche. Hein. Tant que tu me ramènes l'or... Ouais, et justement, les derniers Jeux Olympiques à Rio, ça s'est gagné en 3 minutes 50. Donc c'est pour dire qu'il y a des courses qui sont vraiment très très lentes. 3 minutes 50, c'est un temps de junior, quoi. Oui, c'est ça, il faut rappeler qu'en fait, une course, c'est pas au chrono, c'est le premier qui arrive. C'est ça, le championnat, c'est la gagne. Donc voilà, c'est la gagne. C'est exactement ça. En tout cas, merci. Je te laisse, Clément, poser notre question signature de la Gagne Podcast. Si tu avais 3 mots pour résumer ces universiades, lesquels seraient-ils ?
Je vais dire chaleur, parce qu'il faisait très très chaud. Moi, je vais pas dire humide, parce que bon, quand même, on va changer. Je vais dire expérience, parce que c'était vraiment une expérience superbe, et je vais dire podium. Eh ben, merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexis, aussi de t'être prêté à notre défi gagne. Ouais, trop bien. J'espère que je me suis pas blessé. Hein. Et j'espère que tu vas performer dans cette toute nouvelle discipline, le 15 sans un pied. On va le lancer officiellement. Merci pour ce bon moment ensemble. Salut. À bientôt, salut. C'est la fin de cet épisode, les winners. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment chaud au cœur. Pour en savoir un petit peu plus sur Alexis, rendez-vous sur son Insta @alexis.mielé. Pour nous soutenir, vous le savez, il est très important de vous abonner, de mettre des étoiles et un petit commentaire en fonction de la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez. Et surtout, suivez-nous et partagez-nous sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez aussi faire un petit tour sur notre site internet pour les plus curieux d'entre vous où du contenu multimédia vous attend. Rendez-vous sur www.lagagnepodcast.fr. Maintenant, vous le savez, nous réalisons des défis avec nos invités. Les vidéos sont dispo sur notre site internet, Instagram, Facebook et YouTube. Rendez-vous sur Instagram à 19h mercredi pour visionner le défi gagne d'Alexis. À lundi prochain les winners pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas d'avoir la gagne.